Tout le monde croit que la Révolution française était une lutte du peuple pour la liberté. Mais si je vous disais que derrière les barricades, ce sont les banquiers qui écrivaient le vrai scénario, la guillotine coupait des têtes, mais les bilans financiers redessinèrent le pouvoir. Restez, car ce que vous allez découvrir change tout. 789. Paris brûle. Les foules crient « liberté, égalité, fraternité ». Mais pendant que les sans-culottes prennent la Bastille, une autre révolution se déroule en silence. Dans les salons feutrés de la rue Vivienne, les financiers calculent. Ils ne veulent pas renverser le roi. Ils veulent acheter le royaume. La France de Louis XVI est au bord du gouffre. La dette publique atteint 4 milliards de livres tournois. Pour vous donner une idée, l'équivalent de 400 milliards d'euros aujourd'hui, soit 10 fois le budget annuel du royaume. Le trésor royal est vide. Les guerres en Amérique ont coûté une fortune. Et maintenant, personne ne veut plus prêter à la couronne. C'est ce qu'on appelle une crise de liquidité. Simplement, l'argent disparaît. À cette époque, cela signifiait l'effondrement total. Entrez dans le monde des financiers genevois et hollandais. Ces hommes ne portent pas de perruques poudrées ni d'épées dorées. Ils portent des carnets de comptes. Isaac Panchaud, Étienne Clavière, les frères Perregaux. Ces noms ne figurent pas dans les livres d'histoire populaire, mais ils contrôlent les flux de capitaux européens. Ils sont comme les Goldman Sachs de leur temps. Ils ne fabriquent rien, ne cultivent rien. Ils achètent et vendent de la confiance. Et en 1789, la confiance vaut plus que l'or. Voici comment le système fonctionne. La monarchie a besoin d'argent pour survivre. Les banquiers ont l'argent, mais ils ne le donnent pas. Ils le prêtent. À 8%, 10%, parfois 15% d'intérêt. Chaque emprunt crée une chaîne. Le roi doit rembourser. Pour rembourser, il doit emprunter davantage. C'est l'effet boule de neige financier. En termes modernes, une spirale d'endettement. Dans le contexte de l'époque, cela signifiait que les créanciers devenaient plus puissants que le souverain lui-même. Décembre 1789. L'Assemblée nationale propose une solution révolutionnaire. Confisquer les biens de l'Église catholique. Environ 3 milliards de livres en terres, châteaux, monastères. Et sur cette base, créer une nouvelle monnaie, les assignats. C'est le premier papier-monnaie garanti par des actifs réels en France. Théoriquement brillant. Pratiquement, un casino. Les financiers comprennent immédiatement l'opportunité. Qui va gérer la vente des biens nationaux? Qui va évaluer les terres? Qui va distribuer les assignats? Eux, toujours eux. Pensez-y une seconde. Des milliers d'hectares de terres fertiles, des cathédrales centenaires, des vignobles en Bourgogne. Tout mis en vente. Mais qui a l'argent pour acheter? Pas les paysans, pas les artisans, les bourgeois urbains et les financiers. Ils achètent à prix cassé avec des assignats dépréciés, puis revendent ou louent à profit. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire française. Et personne ne crie à l'injustice, parce que c'est fait au nom de la Révolution. Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, tribun du peuple, voix de la Révolution, héros des sans-culottes. Mais regardez ses comptes bancaires. Entre 1789 et 1791, il reçoit plus de 200 000 livres. De qui? Des banquiers liés à la cour, des financiers genevois, même du roi en secret. Mirabeau est payé pour orienter les débats, pour défendre la monarchie constitutionnelle, pour protéger certains intérêts financiers. Il meurt en 1791, avant que tout soit révélé. Mais les archives parlent. C'était un lobbyiste, version 18e siècle. Aujourd'hui, on appellerait ça du lobbying corporate. À l'époque, on appelait ça de la politique. 793. Les assignats se multiplient comme des lapins. L'Assemblée en imprime sans limite. Résultat prévisible, inflation galopante. En 1795, il faut 300 livres en assignats pour acheter ce qui valait 1 livre en or en 1790. Les prix explosent. Le pain devient inaccessible. Les salaires ne suivent plus. C'est l'hyperinflation. Comme au Zimbabwe en 2008. Comme en République de Weimar en 1923. Le mécanisme est toujours le même. Trop de papier, pas assez de confiance. Mais pendant que le peuple souffre, certains s'enrichissent. Les spéculateurs achètent des assignats dévalués à 10% de leur valeur nominale, puis les utilisent pour acheter des biens nationaux à prix facial. Un arbitrage parfait. Vous achetez 1000 livres d'assignats pour 100 livres en or. Puis vous utilisez ces 1000 livres pour acquérir une propriété officiellement évaluée à 1000 livres. Profit 900%. C'est du génie financier ou du vol légalisé, selon votre perspective. Napoléon Bonaparte comprend la leçon. En 1800, il crée la Banque de France. Pas une banque d'État, une banque privée, contrôlée par 200 actionnaires. Les plus grands noms de la finance parisienne. Ils reçoivent le monopole d'émission des billets. En échange, ils financent les guerres napoléoniennes.
C'est le même modèle que la Banque d'Angleterre, créée en 1694, ou la Réserve fédérale américaine, créée en 1913. Le pouvoir monétaire n'appartient jamais vraiment à l'État. Il appartient à ceux qui contrôlent le crédit. Vous voyez le pattern. Chaque grande crise financière suit le même script. 2008, les banques créent une bulle immobilière. L'État intervient pour sauver le système. Qui paie? Les contribuables. Qui profite? Les mêmes institutions qui ont causé le problème. La Révolution française n'est pas une anomalie. C'est le prototype. C'est la même logique qui pilote les marchés en 2025, Jean-Frédéric et Alphonse Perregaux. Banquiers suisses installés à Paris. En 1789, ils sont inconnus. En 1800, ils font partie des fondateurs de la Banque de France. Comment? Ils ont spéculé sur les assignats. Ils ont acheté des biens nationaux. Ils ont financé les deux côtés du conflit. Royalistes et républicains. Peu importe qui gagne, ils gagnent. C'est la règle d'or de la finance. Ne jamais parier sur un camp, parier sur le système lui-même. Aujourd'hui, les hedge funds font exactement pareil. Ils appellent ça du hedging. Au XVIIIe siècle, on appelait ça de la prudence. Mais posons la vraie question. Est-ce que la révolution était légitime? Bien sûr, les inégalités étaient réelles. L'absolutisme était oppressif. Le peuple avait raison de se révolter. Mais qui a capturé les fruits de cette révolte? Pas les paysans, pas les artisans, la nouvelle élite bourgeoise et financière. Ils ont remplacé l'aristocratie du sang par l'aristocratie de l'argent. Et cette aristocratie-là est toujours au pouvoir. 804. Napoléon promulgue le Code civil. Il garantit la propriété privée. Il protège les contrats. Il facilite les héritages bourgeois. Tout cela semble progressiste. Et ça l'est, comparé à l'Ancien Régime. Mais regardez qui en bénéficie vraiment. Ceux qui ont acheté les biens nationaux. Ceux qui ont spéculé sur la dette. Le Code Napoléon sécurise leurs gains. Il transforme le profit révolutionnaire en droit légal. C'est le triomphe du capital. Le modèle français s'exporte. Les armées napoléoniennes conquièrent l'Europe. Et avec elles apportent les banques, les assignats, le Code civil. La Hollande, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest. Partout, les structures financières françaises s'installent. Ce n'est pas seulement une conquête militaire. C'est une intégration économique. Pensez à l'Union européenne aujourd'hui. Même idée, harmoniser les lois, uniformiser les monnaies, faciliter les flux de capitaux. Napoléon était le premier architecte de l'Europe financière moderne. 811. Nathan Rothschild à Londres, James à Paris, les frères à Francfort, Vienne, Naples. La famille Rothschild construit le premier réseau bancaire international. Ils financent les deux camps des guerres napoléoniennes. Ils transmettent des informations plus vite que les gouvernements grâce à leurs pigeons voyageurs et leurs courriers privés. Après Waterloo en 1815, Nathan Rothschild aurait fait fortune en pariant sur la victoire britannique avant que la nouvelle n'atteigne Londres. Vrai ou légende, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils ont compris que l'information est plus précieuse que l'or. C'est toujours vrai aujourd'hui. Les algorithmes de trading haute fréquence, c'est la même idée. Être plus rapide que les autres. Les puissances européennes se réunissent pour redessiner la carte, restaurer les monarchies. Mais sous la surface, une autre négociation se déroule. Les dettes de guerre. Qui paie? Comment? Les Rothschild et autres banquiers internationaux structurent les accords. Ils deviennent les créanciers des nations. Et un créancier n'est jamais un simple prêteur. C'est un partenaire qui possède une part de votre futur. Voici le secret. Une nation endettée n'est jamais vraiment souveraine. Elle doit consulter ses créanciers avant chaque décision. Augmenter les impôts. Les banquiers doivent approuver. Déclarer la guerre, il faut d'abord sécuriser le financement. Au XIXe siècle, les Rothschild pouvaient faire tomber un gouvernement en refusant de renouveler un prêt. Aujourd'hui, le FMI et les marchés obligataires font exactement la même chose. Demandé à la Grèce en 2015. Revenons à notre point de départ. Les barricades de 1789. Le peuple dans les rues. Liberté, égalité, fraternité. Ces mots étaient sincères. Les gens qui les criaient étaient sincères. Mais les mots ont été capturés, réinterprétés, monétisés. La liberté est devenue la liberté du commerce. L'égalité, l'égalité devant le contrat. La fraternité? Oubliez, faisons les comptes. En 1789, la France doit 4 milliards.
En 1815, après 26 ans de révolution et d'empire, elle doit 7 milliards. Plus de guerre, plus de morts, plus de bouleversements et plus de dettes. Qui a gagné? Les banquiers qui ont financé tout le cycle. Les spéculateurs qui ont acheté les biens nationaux. La nouvelle bourgeoisie qui contrôle désormais l'appareil d'État. Le peuple a gagné des droits théoriques, mais le pouvoir réel a simplement changé de main. Ou plutôt, il s'est concentré dans de nouvelles mains. Et le cycle continue. Chaque révolution promet de redistribuer le pouvoir. Mais le pouvoir financier survit toujours. Il s'adapte, il évolue, il change de visage. 1789, 1848, 1917, 1968, 2008. Les slogans changent, les acteurs changent, mais la structure reste, parce que celui qui contrôle le crédit contrôle l'avenir. Et le crédit n'est jamais vraiment démocratisé. Alors, la Révolution française était-elle un mensonge? Non. C'était une vraie rupture. Mais comme toute rupture, elle a été récupérée, instrumentalisée, transformée en opportunité d'investissement. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, elle est financée par eux. La prochaine fois qu'on vous parle de révolution, ne demandez pas qui crie dans les rues, demandez qui tient les comptes, parce que la vraie révolution ne se fait jamais avec des guillotines, elle se fait avec des bilans. Et les bilans, eux, ne mentent jamais.